C'est l'heure de vous informer. Bonsoir. Face à la détérioration continue de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'Union européenne annonce le déblocage de 81,2 millions d'euros d'aide d'urgence, une enveloppe destinée à soutenir les déplacés et les communautés vulnérables, mais aussi les réfugiés congolais et les pays voisins. Plus d'explications dans cet élément. Face à l'aggravation de la crise sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'Union européenne a annoncé le déblocage de plus de 81 millions d'euros en faveur des populations affectées par les conflits. Cette annonce intervient en marge de la visite en RDC et dans la région de Ad-Laïb, commissaire à la gestion des crises de l'UE. Cette enveloppe de 81,2 millions d'euros vise à répondre aux besoins urgents de personnes déplacées et des communautés vulnérables confrontées à une pénurie aiguë de nourriture, d'eau potable, d'abri et des soins de santé. Sur ce montant, 68 millions d'euros seront consacrés aux opérations humanitaires menées à l'intérieur du pays. Le reste, soit 13,2 millions d'euros, sera destiné au soutien des réfugiés congolais dans les pays voisins, notamment au Burundi, au Rwanda et en Tanzanie. Cette partie de l'aide permettra également de renforcer les mécanismes régionaux de réponse aux crises. À travers ces financements, l'Union européenne attend contribuer à soulager des millions de civils pris au piège d'un conflit qui continue de fragiliser davantage la région du Grand Lac. La vice-ministre des Affaires étrangères, Noéla Aye-Ganagato, a échangé mardi avec Manuel Koé, envoyé spécial de la France pour la région du Grand Lac. Au centre des discussions, la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est du pays, les suivis des conclusions de la conférence de Paris et la coordination des initiatives diplomatiques. Paris réaffirme son soutien au processus de Washington et de Doha, tout en privilégiant une concertation étroite avec les autorités congolaises. Suivez ici les propos des ambassadeurs français. Donc, je remercie la vice-ministre des Affaires étrangères d'avoir reçu une délégation française qui était conduite par l'envoyé spécial de la France pour la région des Grands Lacs. C'était très important de pouvoir refaire le point avec elle, à la fois sur l'actualité dans le domaine humanitaire, j'y reviendrai, mais également sur les processus de médiation en cours, le processus de Washington, le processus de Doha, et surtout ce qui s'est passé à l'Union africaine le week-end dernier. Donc dans le domaine humanitaire, comme vous le savez, la France avait organisé le 30 octobre dernier une conférence à Paris et c'était important que notre envoyé spécial puisse rendre compte aux autorités congolaises du suivi qui est effectué par la France, à la fois sur les promesses de dons qui avaient été faites le 30 octobre, est-ce que cet argent a vraiment été décaissé, où est-ce qu'il est parti, donc ça c'est important, mais également sur l'autre point, à savoir que la France s'était engagée à œuvrer pour la réouverture de l'aéroport de Goma. Et c'était important de discuter avec la vice-ministre juste après la récente visite de la chef par intérim de la MONUSCO qui s'est posée à Goma. C'était important de voir comment le gouvernement congolais envisageait la suite et notamment les modalités de reprise de vol humanitaire. Au procès de Filemon Yav devant la haute cour militaire, un témoignage vient rebattre les cartes. Accusé de trahison pour coalition présumée avec les éléments rwandais, l'ancien commandant de la 3e zone de défense a été présenté par le lieutenant général Falsi Kabwe comme une cible prioritaire de l'armée rwandaise. Un ultimatum lancé en 2022 au Nord Kivu contre 6 généraux congolais a été également évoqué à la barre. Suivez ces récits pour en savoir plus. Le procès de Filemon Yav a pris une tournure inattendue mardi 17 février devant la haute cour militaire. Appelé à la barre en qualité de renseignant, le lieutenant-général Falsi Kabwe Asinda, directeur général de l'Afridex, a livré un témoignage qui contraste avec les accusations portées par l'auditorat général, alors que l'ancien commandant de la 3e zone de défense est poursuivi pour trahison, notamment pour collision présumée avec des éléments rwandais. Les hauts gradés l'a plutôt dépeint comme
une véritable bête noire de l'armée rwandaise. Selon lui, Kigali aurait à plusieurs reprises tenté d'éliminer Philémon Yave en raison de son engagement sur les terrains. Revenant sur les épisodes qu'il qualifie de marquants, le lieutenant-général Fall Sikabwe a affirmé que l'animosité des autorités rwandaises envers l'officier congolais date de longue date. Il a notamment évoqué un ultimatum lancé en 2022 au Nord Kivu par les Rwandais contre 6 officiers généraux congolais engagés dans les opérations militaires. Ces derniers auraient été sommés de se retirer immédiatement sous peine d'être exécutés. Parmi les officiers cités figurent le lieutenant-général Constant Dima, le lieutenant-général Yav Irungu Philemon, le général-major Peter Chirimwami, le général-major Sylvain Ekenge, le général de brigade Chinkobo Mulamba Ghislain et le général de brigade John Chinyabuguma. Ces propos ont été vivement contestés par les ministères publics. Pour l'organe des poursuites, l'argument selon lequel les prévenus seraient pris pour cible par les Rwandais relèverait d'une stratégie de diversion visant à éluder toute démonstration d'un éventuel lien avec ces pays. De leur côté, les avocats de la défense ont répliqué, soutenant qu'aucune preuve ne permet d'établir la moindre connexion entre leurs clients et les Rwandais. Ce témoignage, qui vient fragiliser la thèse d'une collision avec l'ennemi, pourrait peser dans la suite des débats. Le procès se poursuit dans un climat de forte tension sur fond de guerre persistante dans l'est de la République démocratique du Congo. Cap sur la modernisation durable des villes congolaises et le directeur de cabinet de la ministre déléguée en charge de la politique de la ville, Ichabundu, a effectué mardi une visite de travail à Technotherm à Johannesburg. Au centre des échanges, une technologie innovante capable de transformer les déchets, notamment en plastique, en carburant, gaz et électricité. Une initiative qui s'inscrit dans une vision d'une gestion moderne et intégrée des déchets au service du développement urbain économique. Les détails de ce reportage de la RTNC. Imaginez toutes ces machines de traitement des déchets ménagers installées en République démocratique du Congo. L'idée fait rêver et pourtant, c'est la conviction de la ministre déléguée à l'urbanisme et habitat en charge de la politique des villes, Angèle Bangassayogo. Kinshasa, des routes assainies, des charges publiques entretenues, une brigade de propriété qui redore Kin Label. Le directeur de cabinet de la ministre déléguée à l'urbanisme, Ichabundu, a durant son séjour en Afrique du Sud initié une itinérance de travail à Technotherm à Johannesburg, une firme sud-africaine qui se distingue dans le traitement des déchets ménagers, dans la transformation des plastiques en produits ressources, en gaz et énergie électrique, une haute technologie pour la protection de l'environnement. Ces échanges portés par Ichabundu consistent également à étudier les contours d'un partenariat gagnant-gagnant pour notamment la création progressive de nouvelles chaînes de valeur autour de l'économie verte, une réponse de taille face aux impératifs environnementaux. Cette démarche proactive témoigne de l'engagement de la ministre déléguée dans la mise en pratique de sa politique de gestion de l'environnement, mais aussi d'en faire un moteur d'innovation, d'investissement et de développement durable. À travers cette initiative, l'avocate de la ville congolaise réaffirme sa détermination à inscrire les villes congolaises dans une dynamique moderne, résiliente et responsable où la gestion des déchets devient un facteur de progrès, de dignité urbaine et de souveraineté énergétique. À Ituri, les caucus parlementaires amorcent une série de consultations populaires à l'occasion des vacances parlementaires. Objectif, recueillir les préoccupations des citoyens, évoluer la situation sécuritaire et sociale et renforcer les liens entre élus et population. Plus d'explications dans ces reportages. Dans une salle réunissant les députés nationaux et sénateurs, les différentes couches de la population défilent pour des consultations. L'ego a été donné par le député national Pichu Iribi Bondina, président du caucus des parlementaires de l'Ituri. L'Ituri vient de loin. Une lueur d'espoir est en train de pointer à l'horizon. C'est pour moi l'occasion de saluer la calmie aujourd'hui observée. Seul le territoire de Ndjougou, dans sa petite portion de boulets qui continue à inquiéter. Pour ces premiers jours, la société civile, les communautés itouriennes réunies au sein de l'INADI et autres ont été consultées par ces parlementaires itouriens pour avoir un aperçu sur l'évolution de la situation sécuritaire ainsi qu'humanitaire de la province et réfléchir ensemble sur des pistes de solutions. Une initiative qui ne laisse personne indifférente. Effectivement, nous venons d'échanger avec les communautés parlementaires, nous venons de
Verser nos réalisations partant de notre souhait pour la paix qui était, ça fait 5-6 mois et aujourd'hui ça fait la joie. Nous avons posé les problèmes sécuritaires, sociaux, économiques et environnementaux de la province de l'Île. Comme vous le savez, sur le plan sécuritaire, bien que les groupes armés, entre guillemets locaux, causent moins de dégâts à nos jours, en dehors de la CRP qui s'affronte avec l'État congolais. Il faut dire que ces assises vont se tenir tout au long de cette semaine dans le cadre des vacances parlementaires. L'objectif est de recueillir les avis des différentes couches socio-professionnelles sur les questions d'intérêt public afin de formuler des recommandations aux décideurs pour des solutions. À Beni, des activistes pro-démocratie de l'Est de la République démocratique du Congo dénoncent des tracasseries liées à la hausse du prix du passeport. Ils exigent l'officialisation du tarif à 125 $ par la ministre d'État Thérèse Kayikwamba Wagner et appellent à une mobilisation nationale tout en réclamant les poursuites contre des responsables du centre de capture. Suivez ici l'extrait de leur déclaration. Madame la ministre des Affaires étrangères, nous sommes consternés de voir que la délégation que vous avez envoyée à Beni est venue pour appuyer les tracasseries qui se font au centre de capture de passeports à Beni. Madame la ministre, nous voulons dire ceci. Nous ne sommes pas des incivils et notre pays n'est pas une jungle. Nous pensons que notre pays marche sur base des lois et sur base de la Constitution. Madame la ministre, retenez que les 30 $ que votre commission a cautionné disant que c'est les frais de fonctionnement, la population de Beni n'acceptera payer ça aussi longtemps qu'il n'y a pas une loi quant à ça. Nous vous demandons, Excellence Kayikwamba, le pays se gère sur base de loi. Et ce qui n'est pas dit, c'est du vol. Les 30 $ que le centre de capture est en train de voler à la population de Beni et que la commission que vous avez envoyée pour prouver le vol, que vous nous gouvernez pour nous piller, nous ne sommes pas vos vaches laitières, Excellence, Madame la ministre. Nous vous prions ainsi, si dans 48 heures, vous ne faites pas sortir l'arrêté qui pourra répertorier ces 30 $ dans les lois de notre pays, on n'acceptera jamais. Et nous pensons que le ministre de la Justice doit entrer directement en jeu pour arrêter cette commission mafieuse qui est venue à Beni pour intimider la société civile, disant que les 30 $ c'est pour la prise en charge des agents commis au centre de capture. Rappelez-vous bien, Excellence Kayikwamba, si vous saviez que le passeport coûterait 150 $, vous devriez reprendre ça dans la loi des finances. Et nous vous appelons, Excellence, de signer une mesure d'accompagnement et d'approuver ces vols que vous faites à Bunia, à Lubumbashi, à Beni, à Kisangani, à Kinshasa, partout où il y a des centres de capture où les Congolais sont en train d'être tracassés au vie aussi de tout le monde. Votre commission elle-même a approuvé que les 30 $ c'est pour les frais de fonctionnement. Et comment est-ce que vous êtes capable de signer l'arrêté qui va mettre en cause les déclarations du chef de l'État mettant le passeport à 75 $? Nous disons non et non. Excellence, Monsieur le ministre de la Justice, nous savons que vous travaillez en silence et sans populisme. Nous vous demandons de traquer tous ces volets qui sont en train de voler la population en imposant des taxes qui n'ont pas de référencement dans les textes réglementaires du pays. À toute la population de Beni, de Bunia, de Lubumbashi, qui se faut tracasser au centre de capture de passeports, nous disons non. Aidons notre pays à prendre une marche de bonne gouvernance parce que nous, la population, en payant ces fonds qui n'ont pas de référencement dans les textes réglementaires du pays, c'est cautionner la mauvaise gouvernance dans notre pays. Enfin, dans le Haut-Katanga, le gouvernement provincial affiche sa volonté de soutenir la culture locale. En visite au centre d'art Picha, jusque-là appuyé principalement par des partenaires étrangers, le ministre provincial de la Culture et des Arts, Georges Kadinga, a promis un accompagnement des autorités provinciales. Le détail de ce reportage. Se rendre compte du fonctionnement et des difficultés rencontrées par le centre Picha que dirige Gaël Van Led, tel était l'objet de la descente qu'a effectuée ce mardi 17 février 2026 le ministre provincial de la Culture et Arts, Georges Kadinga Moulondolé, à ces lieux d'encadrement culturel de la jeunesse okatangaise. Le ministre Georges Kadinga était accompagné du chef de division provinciale de la Culture et Arts, Jean-Paul Kafouimbi, et de son conseiller en la matière, Alain Makanda.
Des explications sur le fonctionnement du centre Pichia ont été faites par Gaël Van Led. Juste après, Georges Kadinga Molondole a été conduit à visiter quelques locaux. Au centre d'art Pichia, d'abord pour les encourager et puis les féliciter de tout ce qu'ils font. Nous avons aussi pris connaissance de tout ce qui se fait ici. Ça nous a tellement inspiré. Nous sommes dans l'obligation d'attacher un peu plus d'importance et pourquoi pas ne pas les accompagner dans la mesure du possible. On ne promet rien, mais nous sommes tellement motivés à voir tout ce qui se fait ici. Nous avons palpé des doigts, nous avons vu ceux qui sont à la formation, nous avons suivi les difficultés qu'ils rencontrent, nous avons aussi appris qu'ils fonctionnent qu'avec l'appui extérieur. Et ça, c'est vraiment une grande interpellation qui nous demande à ce qu'on puisse attacher plus d'importance de manière à ce que là, au niveau du Haut-Katanga, puisse aller de l'avant. Visiblement, le centre Pichia nécessite un accompagnement et le ministre a promis de remonter l'information auprès de l'autorité provinciale Martin Kazembe-Chola qui orientera les actions. Chers téléspectateurs de Webinfo TV, merci d'avoir suivi cette édition d'actualité. N'oubliez pas de liker, commenter et partager toutes ces actualités. Rendez-vous prochaine édition.